C'est à vous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir. Alors, à ma gauche, je vais vous présenter Elisabeth Lévy, qui est journaliste, chroniqueuse, essayiste. Vous avez notamment publié un livre d'entretien avec Philippe Muret, qui s'appelle Festivus Festivus, et vous dirigez principalement la rédaction de Causeur, qui est à la fois un site internet d'information et un mensuel de débats, d'idées, qui accueille un certain nombre de tribunes et de textes, et qui fait une place forte, quasi mensuelle, à Alain Finkielkraut. À ma droite, Farhad Khosrow-Khavar, vous êtes sociologue, vous êtes franco-iranien, vous êtes né à Téhéran, vous avez étudié notamment à Montpellier, mais pas seulement. Vous avez enseigné en Iran et aux États-Unis, on y reviendra peut-être. Vous avez publié quantité de livres, je vais en citer deux, L'islamisme et la mort, dans lequel vous avez interviewé des enfants qui étaient volontaires pour devenir martyrs, notamment au moment de la guerre entre l'Iran et l'Irak. Et vous avez, à la demande du ministère de la Justice, travaillé sur une étude qui a beaucoup fait parler d'elle, sur le nombre de musulmans dans les prisons françaises. On y reviendra aussi peut-être tout à l'heure, qui a donné lieu également à un livre ensuite en 2004 publié chez Ballant, qui s'appelle L'islam dans les prisons, dans la prison. Alors le thème de notre débat, sommes-nous dans une guerre de civilisation? Alors c'est évidemment un thème qui avait été choisi il y a plusieurs mois, et qui a repris une acuité, une actualité, une violence, si je vous permettez l'expression particulière ces dernières semaines. Alors je voulais faire réagir en premier Elisabeth Lévy, mais celle-ci m'a instamment prié, Monsieur Khosrow-Khavar, de vous donner la parole en premier. Donc avant de rentrer dans le vif du débat sur sommes-nous dans une guerre de civilisation, voilà, se sachant un peu bavarde, elle s'est dit qu'elle allait vous donner le droit de tirer en premier. D'abord, il faut évidemment définir ce qu'est une guerre de civilisation. Et est-ce que le terme est approprié, ou plutôt que guerre de civilisation, on pourrait se contenter de dire choc de civilisation? Monsieur Khosrow-Khavar, c'est à vous. Il faut que vous preniez votre micro qui est à votre gauche. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'une guerre ou un choc de civilisation? A priori, il fonctionne. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Voilà. Écoutez, cette notion qui est tout à fait légitime, hein, je veux dire, il faut en débattre. Je crois que c'est un sujet sérieux de débat. Il ne s'agit absolument pas de vouloir nier la légitimité de ce débat. Est-ce qu'on est dans une guerre de civilisation, oui ou non? Maintenant, cette notion... Rapprochez votre micro de votre bouche. Maintenant, ça va? Voilà, oui. très bien. Maintenant, le problème est de savoir comment on le définit. D'abord, c'est une notion qui a été introduite par un politologue américain, si vous voulez. Il a fait un livre. Ensuite, le choc des civilisations. En fait, il y a eu un choc des cultures qui, dans les années 70, a été aussi écrit par un sociologue américain et qui a non pas pris l'islam comme phénomène, mais le choc dans le sens que les innovations culturelles font qu'on est dans un monde où il y a toujours un écart, un décalage, etc. Culture shock, c'était ça. Alors, le choc des civilisations, ça a été construit en relation avec l'islam. Je veux dire, ça a été quand même la thématique essentielle, à savoir qu'on est passé de ce qu'on pourrait, la guerre des classes, on est passé de l'antagonisme entre deux blocs, l'Union soviétique et le monde libre, si vous voulez, à une nouvelle phase dans les formes de conflictualité. Et cette nouvelle phase est liée à l'émergence de l'islam comme une forme d'alternative globale, totalisante, face à ce qu'on pourrait appeler la civilisation occidentale. C'est ça, si vous voulez, la thématique essentielle, à partir aussi des phénomènes qui ont eu cours, si vous voulez, dans le monde. Je veux dire, avant même 2001, il y a eu quand même plusieurs, si mes souvenirs sont exacts, 93, l'attaque de World Trade Center, ça a été fait 2 fois. Ensuite, la première fois, elle a raté, si on peut le dire, et la deuxième... Au Liban aussi, l'attaque, si vous voulez, des soldats français et américains. Le camp du Drakkar à Beyrouth, donc près de Beyrouth. Tout ça, si vous voulez, c'est un peu l'arrière-plan, c'est-à-dire le sentiment d'une forme d'incompatibilité fondamentale entre ce que prône une islamité conquérante par rapport à ce qu'on pourrait appeler la civilisation de la liberté telle qu'on la conçoit en Occident. Alors, Elisabeth Lévy, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition de choc ou de guerre des civilisations? Et est-ce que depuis les années 70, cette notion a évolué?
Non, mais moi, je voudrais juste revenir. Je crois que c'est en 92 que Huntington publie C'est Samuel Huntington qui a le premier et je sais pas. posé le concept, si on peut parler de concept, en tout cas qui a mis des mots Donc, sur qui a défini ce choc de civilisation. Avant, c'était Anwar Abdelmalek, mais voilà. donc, comme il avait écrit en français, si vous voulez, ça ne passait pas tellement. Dans une langue si provinciale. Hein. Donc, et au même moment, si vous voulez, il y a Fukuyama qui, lui, nous promet, si vous voulez, la fin de l'histoire. Francis Fukuyama, qui est aussi la paix universelle réalisée grâce au capitalisme et l'harmonie, la démocratie planétaire. Donc, si vous voulez, il y a en quelque sorte dans le débat public à la fin des années 90, il y a deux théories disponibles, si vous voulez, qui s'opposent. Et clairement, tout ce qui se passe par la suite, vous venez de le rappeler, disons, évoque plutôt Huntington que Fukuyama. Alors, moi, je ne vais pas, si vous voulez, je ne sais pas s'il faut dire... Alors, juste pour éclairer peut-être un tout petit peu les gens, Fukuyama disait c'est la fin de l'histoire, donc finalement, on sera dans une époque un peu émolliente, molle, il n'y aura plus de conflits majeurs. Tandis que quelques années après, Huntington a dit au contraire, on va avoir des conflits qui vont être multifacettes, si j'ose dire, et qui ne sont pas moins dangereux que la bonne vieille guerre froide qui jusqu'ici a régi les relations entre l'Occident et d'autres pays. Voilà. Alors, juste peut-être un peu à gros traits. Mais... Il n'y a pas très, je crois, ces derniers jours, donc Alain Finkielkraut, l'un de mes gourous, donc comme vous disiez, non, mais un ami et quelqu'un avec qui je ne suis pas d'ailleurs toujours d'accord, mais en tous les cas, avec qui j'apprends beaucoup, disait c'est la fin de l'histoire. Ça, je ne suis pas tout à fait sûr, si vous voulez, du point de vue de Murray et du point de vue d'Homo Festivus, je ne suis pas sûr que ce soit la fin de la grande salle de gym. Mais d'une certaine façon, si la grande salle de gym est attaquée, si Homo Festivus est attaqué, ça me le rend tout d'un coup assez sympathique, je dis ça, que Murray ne m'entende pas. Donc... pour en revenir à Huntington et au choc des civilisations, si vous voulez, il est clair que d'un côté, on peut dire, si vous voulez, il y a un certain nombre de conflits dont certains correspondent à des lignes de fracture culturelle et d'autres pas, parce que s'il y a choc des civilisations, il y a plutôt choc, par exemple, entre le sunnisme et le chiisme qu'entre l'islam et le reste du monde. Je veux dire, et juste... Pardon. Allez. En revanche, ce qui me semble important, si vous voulez, là-dedans, c'est de revenir à une idée très simple et d'avoir le droit, d'avoir la possibilité de débattre de cette idée. Je suis très contente de pouvoir le faire avec vous. C'est-à-dire que finalement, si vous voulez, le grand discours un peu bébête et gentillet du métissage, de l'immigration est une chance pour la France et pour tout le monde, et si vous voulez, on crée comme ça un homme nouveau parce que nous nous enrichissons de nos différences, se heurte en partie à la réalité, c'est-à-dire que la coexistence de gens de cultures différentes et si vous voulez, la coexistence avec la différence, non, n'est pas une donnée en soi. Et je me rappelle un passage de Lévi-Strauss, je crois que c'est dans Race et Culture, où il dit, je le cite très mal et vous me corrigerez sans doute, il dit, voilà, supposons que viennent habiter autour de moi, dans mon immeuble, des gens dont la culture suppose ou disons, valorise le fait de faire du bruit, de fêter bruyamment des choses ensemble, et au-delà de ça, je dirais, valorise tout simplement la structure du villageoise, de préférence à celle de la famille nucléaire. Et il n'y a pas un système qui en soit meilleur que l'autre. Il dit, et supposons que ces gens, que autour de moi ce soit comme ça, et que, comme mon travail exige du silence et de la sérénité, je m'en aille. Eh bien, je ne voudrais pas que, sous ce prétexte, on m'accuse de racisme. Voilà. Et donc, cette question du choc des cultures, qui, à mon avis, aujourd'hui, se pose plus à l'intérieur de nos sociétés, et c'est peut-être là-dessus que va porter essentiellement notre désaccord, qu'à l'échelle du monde, je crois quand même qu'il faut être capable de l'affronter, tout simplement parce qu'à un moment, nous devrons dire collectivement quelles différences nous voulons et lesquelles nous ne voulons pas. Alors, M. Khosrow-Cavard, ça mérite peut-être que... Donc, on est d'accord, visiblement, sur le fait que cette notion de choc des civilisations, voire de guerre des civilisations, existe. Peut-être que vous avez envie de réagir à ce que vient de dire Elisabeth Lévy, ou je passe à un autre moment du débat. En fait, ce qui vient d'être dit me paraît tout à fait raisonnable. Il n'y a rien de... Par contre, pour ce qui est de ce qu'on pourrait appeler la guerre des civilisations, je veux dire clash, en fait, c'était la notion de clash en anglais, ça signifie qu'il y ait quand même entre l'islam et les autres, si vous voulez, une guerre. Or, 97% de ceux qui sont victimes
de la mort dans ces formes d'islamisme radical qui se développent et qui se mondialisent, en Europe aussi. Ce sont les musulmans eux-mêmes. Ce sont des musulmans. Et par conséquent, à supposer que ce soit une guerre des civilisations, c'est d'abord la guerre au sein même de l'islam, avec des retombées, avec un certain nombre de, de vagues qui se répandent dans le monde occidental en termes purement quantitatifs. Alors, monsieur Khosrow-Khavard, juste... Allez, vas-y, vas-y. Non, mais là, moi, justement, si vous voulez, autant... C'est pour ça, ce que je voulais dire, c'est que comme grille d'explicatif générale, si vous voulez, la guerre des civilisations, ça ne marche pas. Il suffit de voir, nous, nos alliances. Et je veux dire, on voit bien qu'à chaque fois, même la guerre du Golfe, même la guerre américaine n'était pas une guerre des civilisations. Il y avait aussi des pays musulmans embarqués dedans. Donc, ça ne marche pas. Ce que je voulais dire, c'est que malgré tout, aujourd'hui, si vous voulez, et pourquoi on peut parler... Alors, je ne le dirais pas au sens planétaire du terme, mais c'est pour ça que je préfère le mot choc, parce que le mot guerre entraîne des conséquences juridiques, je crois, qui ne sont pas du tout en question. Il y a, si vous voulez, aujourd'hui, quand vous voulez remettre en cause de façon violente, radicale, le modèle, disons en quelque sorte, libéral occidental dans ce qu'il a de plus large, je ne parle pas du modèle républicain français, je parle simplement des valeurs libérales qui font que ta sœur a le droit de faire quelque chose que tu réprouves, en gros, pour aller très vite. Je veux dire, vers quoi se tourne-t-il? Il se tourne, je veux dire, vers l'islam, et ça ne date pas d'aujourd'hui tout à fait, parce que je pensais à un exemple que je voulais vous soumettre. Quand la nation de l'islam se crée, quand les Noirs américains cherchent un élément, si vous voulez, de destruction de la société occidentale, américaine, corrompue, tout ce que vous voulez, dans laquelle ils vivent, ils pourraient se tourner vers d'autres choses. Je veux dire, or, en réalité, ils vont se tourner vers l'islam. Donc, c'est peut-être pas ontologiquement avec l'islam, peut-être que c'est avec l'islam historique du XXe siècle tel que nous le connaissons, du XXe et du XXIe siècle tel que nous le connaissons, mais il me semble qu'il y a quand même au moins un affrontement au minimum idéologique et qui parfois prend d'autres formes entre le minimum occidental et certaines expressions de l'islam qui ont tendance à se répandre. Monsieur Khosrow-Khavard, si on dit choc ou guerre, mais préférons le terme choc, quel est l'enjeu de ce choc? Il oppose qui et il se porte sur quel terrain? Vous avez évoqué en un mot un terrain culturel. Elisabeth Lévy a insisté, et vous aussi d'ailleurs, sur un terrain religieux. Mais quel est l'enjeu du désaccord entre ces civilisations pour qu'il y ait choc? Enfin, je pars du concret. J'avais fait il y a quelques années un travail empirique de recherche dans l'une des banlieues, pas très loin de Nanterre. Il y avait, si vous voulez, un certain nombre de partisans de Tabligh qui s'habillaient vraiment de manière plus ou moins différente, si vous voulez, de la population, pour ne pas dire plus. Et puis, il y avait à côté une vieille classe ouvrière française qui vivait très sécularisée. Et quand je faisais des entretiens, ils me disaient « on n'est plus en France ». Bon, ça, c'est quelque chose, si vous voulez, que le chercheur... C'était en quelle année, ça? C'était en quelle année? C'était il y a 7-8 ans. D'accord. Depuis, mes recherches en prison et dans un certain nombre de banlieues montrent que ce malaise existe. Je veux dire, nier ce malaise serait totalement, à mon avis, puéril. Contre-productif. Puéril, contre-productif, c'est-à-dire finalement, ce serait nier la réalité. En prison, par exemple, il y a une minorité de gens qui se qualifient et que les autres qualifient de blancs, entre guillemets. Par exemple, dans les grandes prisons, si vous voulez, qui jouxtent les banlieues, par exemple en Île-de-France, à Lille, etc., il y a une très faible minorité, peut-être moins de 5% de blancs, entre guillemets, et qui me disaient, dans les entretiens, d'ailleurs dans le livre que je suis en train d'écrire, je les cite, ils me disent « on n'est plus chez nous ». Il y a ce sentiment qui est indéniablement présent. Maintenant, alors, tout le problème, c'est l'interprétation. Dans le rapport que vous avez fait à la demande de la chancellerie, qui a donné lieu à un livre, vous disiez que dans certaines prisons, celles que vous évoquez un instant, la population carcérale islamique était entre 50 et 80%. Musulmane, on va dire, était entre 50 et 80%. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a, bon, les statistiques ne sont pas très fiables, 7, 8, 9% de musulmans en France. On s'accordera sur ce chiffre-là. Et ce phénomène est européen. Je veux dire, ce n'est pas uniquement français. Il faut quand même l'expliquer, parce que c'est quand même une proportion qui est considérable et qui est totalement atypique par rapport au reste de la population. Qu'est-ce qui explique ça? C'est d'ailleurs ce que vous développez en grande part dans votre livre. À mon avis, il y a surtout les conditions sociales
par exemple, aux États-Unis, les musulmans américains blancs qui sont de classe moyenne, voire moyenne supérieure, n'ont pas ce taux d'incarcération. Par contre, il y a les conditions sociales, une classe ouvrière qui est venue en France, travailler, non spécialisée, souvent analphabète. Les enfants ont été, si vous voulez, éduqués dans un système qui a eu tendance à se ghettoiser, qui n'ont pas su s'adapter pour de multiples raisons, qui relèvent de leur responsabilité, mais aussi de la responsabilité de la société française. Démission des parents, départ du père, famille éclatée. Exactement. Et donc, finalement, c'est ces choses-là qui font que, vraiment, il y a une proportion importante. Encore une fois, ça aurait été uniquement la France, moi, j'aurais dit, bon, il y a une spécificité française. Or, ce n'est pas le cas. En Angleterre, le taux est vraisemblablement plus faible, mais c'est 3 fois, puisque là, on a des statistiques. En Angleterre, on a des statistiques. Donc, c'est 3 fois supérieur. Et quand on regarde dans les autres pays, c'est pareil. Il ne faut pas oublier que l'Europe, contrairement au Canada et aux États-Unis, a eu une population musulmane d'origine rurale, enfin populaire, et précisément ces populations, après 2-3 générations, dans la mesure où il y a une adaptation à faire, sont souvent incapables de le faire s'il n'y a pas un soutien, si vous voulez, public beaucoup plus fort. Alors, j'entends Elisabeth Lévy bouillir, donc je lui donne la parole. Avec le micro. Je boue pas, je suis, comment dire, je suis d'accord en partie avec votre diagnostic, mais ce qui me frappe, si vous voulez, vous dites... quand j'ai fait ce livre, on m'a accusé de tout. Mais le problème, c'est que depuis 10 ans, vous dites c'est puéril de le nier, le problème, c'est que depuis 10 ans, voire 15, non seulement on nie cette réalité, mais on criminalise ceux qui la disent, si vous voulez. Et rappelez-vous de l'affaire Zemmour, peut-être, on n'est pas obligé d'aimer Éric Zemmour, il l'a peut-être dit d'une façon, si vous voulez, qui n'était peut-être pas la bonne, tout ce qu'on veut, mais il n'a pas dit autre chose que vous. Et il me semble que vous oubliez une cause, parce que ce que vous avez dit sur l'intégration sociale n'explique pas, si vous voulez, pourquoi, finalement, d'immigrer, c'est toujours difficile. Oui, c'est toujours difficile d'immigrer, ça a été difficile, on le rappelle assez pour tout le monde, les Italiens. Pour les Polonais, les Polonais, Italiens, etc. les Espagnols. Les Juifs séfarades qui sont arrivés en 62, si vous voulez, qui n'étaient pas non plus, ils roulaient pas sur l'or, ils n'étaient pas... Donc c'est difficile. Ce qui est problématique aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on est en train de parler ? Parce que par rapport à la courbe, dans le fond, qu'il y avait dans les années 70, et Nordine l'a rappelé hier, la marche des beurs, c'est-à-dire l'intégration, non pas du tout comme musulmans, mais comme français directement, c'est-à-dire comme, disons, des bons élèves de la République, le modèle républicain, l'individu, la nation, et rien entre les deux, si vous voulez. Bon, en gros, c'était ça. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé à partir des années 80 ? C'est justement la reprise en main, en quelque sorte, par le groupe. Moi, je pense qu'il y a 2 choses qui me semblent avoir été responsables. La première, c'est qu'on ait accepté et encouragé des flux migratoires massifs parce que on n'était tout simplement pas capable de les intégrer. Et au risque de vous choquer, il y a eu le scandale Morano quand elle a cité De Gaulle, la France, un pays de race blanche, de culture grecque et latine, de religion chrétienne. C'est oublier que la phrase d'avant, c'est De Gaulle disant « Je suis très content qu'il y ait des Français noirs, des Français bruns, des Français jaunes, mais en quelque sorte, ils doivent rester une minorité. » Et c'est là qu'on arrive en quelque sorte au cœur du débat, si vous voulez. C'est-à-dire, je pense que le débat, l'islam est-il soluble dans la République ? Le terme même du débat vous choque, si j'ai bien compris, parce que, dans le fond, vous choque un certain nombre de gens qui disent l'islam est là, c'est une réalité, il n'a pas à se justifier parce qu'il est né là, si vous voulez. Eh bien, je ne sais pas, moi, quand mes grands-parents sont arrivés, si vous voulez, ils ne disaient pas la France, c'est chez moi d'abord. C'est-à-dire, il y a une espèce d'idée que je pense qu'il faut poser la question de qui doit s'adapter à qui. Et ce qu'on n'a pas demandé, dans le fond, de façon très claire à l'islam, c'est quelques règles simples dans lesquelles on oublie la plus importante. L'histoire des dessins, c'est pas juste, si vous voulez, à mon avis, un truc comme ça de journalistes qui veulent faire de la provoque. C'est au cœur de ce qu'est la France. Mon père, c'est un juif religieux. Je pense qu'il n'aime pas du tout voir des filles nues, ou à moitié nues, si vous voulez, sur les abribus, en jolie tenue de dentelle, c'est pas son truc. Mais, si vous voulez, ça, c'est chez lui, c'est dans l'espace privé. Il ne demandera pas, si vous voulez, qu'on l'enlève. Et ça, je crois
que c'est une chose très importante et c'est ça qui induit une forme de doute, si vous voulez, de beaucoup de Français. Et je pense en plus, et j'en arrête là, qu'il y a quelque chose de très positif dans l'après 13 novembre. C'est que moi j'ai entendu plein de voix musulmanes, individuelles ou représentatives, ne pas dire cette fois-ci c'est pas notre problème, ça ne nous concerne pas, c'est pas l'islam, dire c'est notre problème. Nous devons régler cette affaire, nous devons lutter contre l'idéologie salafiste qui se répand et nous devons lutter contre cette haine de l'Occident. Et ça, je trouve ça très bien. Pardon. Alors, il y a deux choses dans ce qu'a dit Elisabeth Lévy. Cette appropriation d'un espace public sans distinguer que c'est l'espace public qui appartient à tout le monde et qui ne doit pas forcément se plier à une culture, à une religion. Vous êtes d'accord avec ça, monsieur Khosrow-Cavard ? Avec le micro. Mon problème, c'est que je vois le développement d'une certaine forme de fondamentalisme qui concerne peut-être 10 à 15%. Mais 85%... Ce qui est considérable. Considérable, mais en même temps, 85% sont quand même à l'extérieur. Et puis, qui dit fondamentalisme ne dit pas l'illégalité. Le fondamentalisme est illégitime dans l'espace public en France, mais il n'est pas illégal. Je veux dire... il y a quand même un vrai problème. Ou bien vous interdisez le fondamentalisme, alors il faudrait qu'il y ait une législation appropriée, ou bien vous dites... Vous êtes favorable à une législation changeante pour interdire, pour rendre illégal le fondamentalisme ? Moi, je crois qu'on ne pourra pas. Ou en tout cas une forme de fondamentalisme ? Moi, je ne crois pas. Cette assimilation du fondamentalisme et du djihadisme, à mon avis, est une assimilation malsaine. Parce que les djihadistes sont souvent en dehors même de ces courants fondamentalistes plus ou moins organisés. Il est faux de dire, empiriquement jusqu'à présent, peut-être demain ça changera, il est faux de dire que ceux qui sont passés, si vous voulez, au djihadisme, Kelkal, Mera, Medinemouche, les frères Kouachi, Koulibaly... Ils sont en marge d'une religion, en marge de leur religion. Ils sont en marge de la religion et surtout, ils ont été profondément désislamisés. C'est une sorte de radicalisation. Moi, j'ai dit c'est la sacralisation de la haine. Dans ma perspective. Alors, ils se revendiquent quand même de certaines sourates du Coran. Parfois, ils sont poussés ou en tout cas instrumentalisés par des imams. Donc, c'est assez compliqué de dire... Non, mais ces sourates du Coran existent. Seulement, il y a deux principales sourates. C'est la sourate Repentir et Trésor de guerre, Anfal, etc. Il y a aussi de petits machins, mais l'écrasante majorité du Coran qui ne cite pas est précisément dans la tolérance, dans un certain nombre de choses. Moi, je peux vous citer. Excusez-moi. Et donc, dire que le Coran se résume dans la façon dont ils font l'herméneutique, c'est faux. Ils font une herméneutique sélective, ils choisissent les sourates qu'ils veulent. De même, si vous prenez Jérémie dans la Bible, Dieu sait que c'est... Ils déforment, ils trahissent le livre saint. Ils ne trahissent pas, ils font une lecture qui est totalement unilatérale et, à mon sens, totalement biaisée. Mais ils le font et ils ont une légitimité, et cette légitimité historique, d'ailleurs aujourd'hui on en a un tout petit peu parlé, relève de ce qu'on pourrait appeler l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a fait le prodige de transformer un courant minoritaire de l'islam, le wahhabisme, en un courant majoritaire. Parce qu'elle a les lieux saints, parce qu'elle contrôle la Mecque, en partie. Non, et qu'elle a de parce qu'elle l'argent. contrôle le pétrole, parce qu'il y a plusieurs milliards de pétrole. C'est pas la Mecque. La Mecque, ça a été toujours sous le gîte, si vous voulez, des gens de l'Arabie. Mais c'est pas ça. C'est que c'est devenu une puissance mondiale. Et Dieu sait, on a dit ici que les Américains adoraient faire ça. M. Trevidi qui l'a dit, il a oublié de dire que la France aussi. Et que par conséquent, tous les pays occidentaux sont vraiment au pied de l'Arabie Saoudite pour faire... Oui, on leur vend des armes, des chars, des avions, des bateaux. Et donc, non, mais surtout, on les laisse financer. On les laisse financer d'abord parce que ça nous arrange du point de vue financier et peut-être plus maintenant, mais je pense parce que en une autre époque, on a cru aussi qu'on aurait la paix comme ça. On les laisse en quelque sorte contrôler l'islam de France. Mais maintenant, on y est, si vous voulez. Maintenant, on ne va pas... l'histoire des responsabilités, très bien, mais vous avez dit quelque chose. Vous avez dit ils ont transformé un courant minoritaire en un courant majoritaire. Moi, je ne suis pas théologienne. Et pour tout vous dire, pour moi, le vrai islam, c'est comme la vraie gauche. Ça n'existe pas. Moi, l'islam, pour moi, c'est pas... c'est un objet historique, si vous voulez. Donc, pour moi aussi. Et bien sûr, pour vous aussi. Donc je ne peux pas parler, moi, si vous voulez, de savoir si c'est le vrai. Ce que je vois, c'est ce qu'ils en font. Et quand même, il faut convenir qu'à la fois à l'échelle du monde, mais même dans nos sociétés, et beaucoup dans nos sociétés,
c'est pas l'interprétation qui prévaut, est une interprétation qu'on peut dire salafiste au sens large, dans le sens où elle est littérale et puriste. Et ce que je veux dire, c'est que ça a été un ferment de quoi? D'une façon, d'une espèce comment dire, de chimie qui divise le monde entre les purs et les impurs, entre eux et nous. La laïcité, si vous voulez, c'est pas seulement des lois et de dire je fais ma religion à la maison. C'est le fait, justement, moi, ayant grandi dans une famille juive religieuse, j'ai naturellement, parce que c'était comme ça, appris à marcher sur 2 pieds. J'entendais bien des choses à la maison qui me semblaient à peu près très contradictoires. J'entendais bien au Talmud Torah ou des choses pareilles. Si vous voulez, ce que dit la Bible est assez contradictoire avec ce qu'on vous enseigne à l'école. Ça ne me serait pas venu à l'esprit, si vous voulez, tout simplement parce que j'ai été éduquée comme ça, de contester ce qu'on me disait à l'école en disant on avait intégré ça, si vous voulez. Après, vous en faites un niveau affectif, un niveau de vraie croyance, ça c'est vos oignons. Mais, je veux dire, il n'y a jamais eu de conflit. Or, ce conflit-là, si vous voulez, à cause de l'idéologie bébête, non pas des musulmans, mais de la gauche, et là, je crois qu'il y a un crime qui a été commis réellement. Donc c'est ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, pour prendre un terme qui traîne beaucoup ces derniers temps. C'est-à-dire, au lieu de dire, maintenant nous allons demander clairement, nous allons dire clairement que oui, nous aimons bien la différence, mais pas toutes les différences, nous avons le droit de choisir et nous avons le droit de poser les règles du jeu. Si vous voulez, l'égalité des individus est sacrée, si vous voulez, mais ça ne veut pas dire l'égalité de toutes les cultures sur le sol de France. Et c'est ça que les gens disent quand ils vous disent on est chez nous, on se sent plus chez nous, on ne veut pas être minoritaire chez nous. Je crois que les Français sont prêts à accueillir, si vous voulez, en termes de nombre, beaucoup de gens, c'est pas le problème. Ils veulent pas, si vous voulez, ils veulent bien que ça change à la marche, ça c'est normal. Je veux dire, mais l'idée, si vous voulez, qu'il y a des choses, par exemple, que chez nous, on est choqué par les idées des autres, eh bien, je veux dire, comme dit Montaigne, je ne sais plus, c'est Finkielkraut qui le cite là-dedans, il y a une phrase de Montaigne formidable, qui dit, et Frédéric va certainement me la donner, qu'il faut vraiment avoir bien haute opinion de ses propres idées pour brûler quelqu'un pour elle. Si vous voulez. Et donc, voilà, je pense qu'il faut dire, et peut-être ça nous le rappellera à nous autres d'ailleurs, c'est que le pluralisme, c'est pas une option, c'est pas un choix. Je veux dire, c'est notre façon d'être. J'imagine que vous ratifiez ces propos, M. Khosrow-Khavar. En fait, je pense que sur le constat qu'il y a un problème, nous sommes d'accord. C'est surtout sur la manière dont il faut traiter le problème. Alors, venons-y. Et sur la façon dont il faut l'interpréter, qu'il y a divergence, mais une divergence légitime. Je trouve que, personnellement, qu'on peut très bien débattre de ces problèmes-là, parce que c'est aussi un objet de débat. Écoutez, si vous voulez mon opinion personnelle, l'islam est devenu un problème, d'une part, parce qu'il y a conjonction de ce qu'on pourrait appeler un certain nombre d'événements internationaux, Daesh, etc., avec ce qu'on pourrait appeler, moi ce que j'appelle l'armée de réserve des djihadistes. En Europe, il y a quelques milliers de personnes qui sont susceptibles, pour de multiples raisons, dont la religion vraiment joue un rôle marginal dans ces phénomènes-là. Ce qu'on appelle en France les enfants perdus de la République. C'est ceux qui n'ont plus d'attache, qui sont, radicalisés socialement avant de se radicaliser. Tout à fait, mais en même temps, je veux dire, circonscrire ce problème à la France j'ai pose bien dit un ce qu'on vrai appelle problème. en France. Parce que précisément, le 13 novembre, si vous voulez, les attaques ont été concoctées en Belgique et ensuite mises en œuvre en France, si vous voulez. S'il y avait eu ces attaques, si vous voulez, avec des gens qu'on allait chercher sans doute en Hongrie, qui sont passés par la Grèce, enfin, oui. etc. Donc, je veux dire, circonscrire cela à la France seule pose problème, parce que c'est ce que moi j'ai essayé de dire dans un article dans Le Monde. Il y a l'Europe du djihadisme, mais il n'y a pas l'Europe de la sécurité. À mon avis, il y a un vrai problème à ce niveau-là. Si vous voulez, ces attentats auraient été concoctés en France. Il y a eu 3 groupes et ça faisait aux alentours de 9 personnes. C'était beaucoup. Eh bien, il y aurait eu quelque chose, à mon avis, des services de renseignement ou autres qui auraient pu guider vers leur arrestation. D'habitude, ces attentats réussissent en France ou en Angleterre, dans les grands pays, si vous voulez, européens, qui maintenant se sont mobilisés, quand il y a 2 ou 3 personnes. Au-delà, ça devient un vrai problème. Donc, c'est une dimension européenne, et dans cette dimension européenne, il y a aussi évidemment la présence de Daesh qui l'a commandité avec cette armée de réserve européenne. Là, c'était des Franco-Belges
si vous voulez, qui ont commis ces attentats. Alors, une courte réaction des députés Lévy, après je voudrais qu'on aborde deux autres sujets. Encore une fois, je pense que vous ne pouvez pas ignorer, même si ce n'est pas une ligne directe et une ligne droite, la question du terreau en quelque sorte, et la question de l'acceptation, c'est-à-dire pour un type qui va passer à l'acte, combien l'applaudissent, combien nourrissent pour leur pays, pour leur société, pour les mœurs de cette société, une haine violente qui n'en fait pas par ailleurs des citoyens modèles, même s'ils ne prennent pas, comment dire, une ceinture de bombe. Je lisais là-dedans, il y a un entretien entre Tarek Ramadan et Jean-Paul Bréguelier. Tarek Ramadan dit « Je veux démontrer qu'on peut être pleinement musulman et pleinement occidental ». Oui et non. Pas oui au sens, on ne peut pas être pleinement musulman au sens des frères musulmans en 1920, ce qui d'ailleurs n'est pas ce que veut Tarek Ramadan, mais ce que je veux dire, de la même façon que dans le fond, après Napoléon, les Juifs ont eu l'impression d'être un peu moins juifs. Bon, ben voilà, ils s'en sont remis, ils en ont même plutôt, je veux dire, c'est plutôt, je trouve, une success story, si vous voulez, mais ils ont dû renoncer à quelque chose. Et l'idée qu'il serait affreux de demander, si vous voulez, à des gens, même s'ils sont là depuis 2 ou 3 générations, si vous voulez, ça n'est pas les insulter que de demander à un certain nombre, si vous voulez, de s'adapter à un certain nombre de règles du jeu. On leur dit, nous sommes des salauds avec vous. Et c'est là peut-être, alors c'est pas du tout ce que vous avez fait par exemple avec les prisons, mais moi je crois que cette explication par le social, elle n'explique pas pourquoi à ce moment-là, si vous voulez, c'est quand même cantonné à la culture arabo-musulmane. Et encore une fois, cette question du terreau, de l'antisémitisme, de ce truc un peu, si vous voulez, du fait que les pompiers se font caillasser, ou que, je veux dire, un ensemble, disons que je vais vous la faire courte, me semble que vous ne pouvez pas simplement dire le djihadisme, c'est un truc pas très bien. Le djihadisme, c'est un phénomène européen et disons qu'il y a ses spécificités, etc. Mais on ne peut pas faire l'économie, si vous voulez, de là où il pousse. Il y a bien une forêt, si vous Alors, voulez. Justement, vous faites une transition habile avec le thème que je voulais évoquer maintenant. Il y a peut-être un problème d'interprétation, justement, on l'a évoqué, dans la religion musulmane. Dans la religion catholique, le pape dit les choses, c'est l'autorité suprême, il y a une espèce de mythe de l'infaillibilité du pape, et tous ceux qui s'écartent de ces écritures, on peut les excommunier, en tout cas ils ne font plus partie, on va dire, de la religion. Il y a beaucoup de catholiques qui obéissent au pape. Attendez. Dans la religion juive, un certain nombre, pour pas dire un nombre certain, dans la religion juive, il y a, quand des questions nouvelles se posent, les rabbins, si vous permettez cette mauvaise expression, talmudisent, et on accouche d'une solution, d'une interprétation sur des questions nouvelles. Or, dans la religion musulmane, il n'y a pas d'autorité suprême qui viendrait condamner définitivement, ou en tout cas apporter une réponse à des questions, à des mal-être. Est-ce que ce n'est pas de là que naît le malentendu, ou en tout cas des possibilités de radicalisation qui aujourd'hui sont pas européennes? Dans le protestantisme non plus, il n'y a pas d'autorité suprême. Il y a plusieurs types d'autorités qui peuvent très bien être en compétition. Et puis, il ne faut pas exagérer. Dans l'islam, par exemple, en Arabie Saoudite, il y a un groupe d'ulémas qui ont quand même de facto la fonction pontificale, qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, ils l'ont condamné. C'est à partir de leur condamnation que l'Arabie Saoudite a sévi contre ses propres djihadistes. De même, en Égypte, il y a Al-Azhar, qui est une université qui donne une certaine légitimité. Moi, je ne crois vraiment pas que ce soit à ce niveau-là, peut-être me trompais-je, j'en sais rien, il faudrait en discuter. Je ne crois absolument pas que ce soit à ce niveau-là que les problèmes s'enveniment. Il y a un vrai problème, à mon avis, en Europe actuellement, de l'utilisation de l'islam comme forme d'idéologie antagonique vis-à-vis de la société. Un islam dévié, dites-vous. C'est un islam dévié, une déviance de l'islam. Dévié, un islam qui est finalement la sacralisation de la haine. C'est, si vous voulez, c'est un peu ce que disait Lacan, c'est un signifiant vide. On peut mettre n'importe quoi dedans. Et vraiment, la plupart de ces jeunes qui prennent les armes contre la société, la plupart de ceux-là ont été profondément désislamisés. Ils ne connaissent strictement rien. Moi, j'étais étonné de voir dans les banlieues, dans les prisons, ceux-là même qui se réclament de l'islam identitaire, ne même pas connaître les prières quotidiennes, c'est-à-dire la chose la plus élémentaire. C'est vraiment cette espèce de dualité, de disjonction. Je vais faire une provocation. Il y a un islam, disons, de conformité sociale, si vous voulez, qui n'est évidemment pas... ce que je veux dire, c'est que
vous appelez ça effectivement, vous pouvez dire que c'est insignifiant, mais encore une fois, ça n'explique pas alors pourquoi depuis, en quelque sorte, la nation de l'islam, même disons dans les années, je veux dire, en prenant tous les exemples qu'on a donnés et les sociétés, effectivement, où l'islam est majoritaire, vous retrouvez quand même des traits aujourd'hui. Peut-être que ces gens sont complètement désislamisés, mais ils retrouvent, me semble-t-il, des traits, et plutôt pas les meilleurs, des sociétés musulmanes. Donc si vous voulez, que ce soit un référent, encore une fois, qu'il faille sauver un véritable islam, très bien, mais... Non, mais je ne parle pas de véritable... Je ne sais pas ce que c'est que le véritable islam. Si vous le savez, vous me le dites et je serai ravi. Mais le problème essentiel, c'est que quand vous comparez avec les sociétés arabes, dans les sociétés arabes, les djihadistes sont à grande majorité... On a des statistiques très bien faites par plusieurs vraiment groupes de chercheurs. Ce sont surtout des jeunes de classe moyenne venant des facultés scientifiques, ingénieurs, mathématiciens, physiciens, alors qu'en Europe, la grande majorité de ceux qui se djihadisent viennent des banlieues et sont vraiment des gens d'en bas. Il y a quelques cas seulement de jeunes de classe moyenne, si vous voulez, que moi j'ai trouvé par exemple en prison ou ailleurs, mais vraiment, il faut les chercher à la loupe. Donc, leurs catégories socio-économiques ne sont pas les mêmes. Souvent, par exemple, les frères Kouachi, je crois me rappeler qu'ils avaient eu leur chance en quelque sorte, au moins lundi. Je ne sais pas si c'était eux, monsieur. Oui, ils avaient été dans un établissement, je crois, en... Alors, je ne sais plus lesquels, mais l'autre, celui qui Corrèze. était receveur de bus. C'est pas... non, c'est le 13 novembre. Le 13 novembre. Non, Alors, à partir du 13 novembre, il y a un nouveau modèle qui se met en place avec des membres de classe moyenne. Et d'ailleurs, ça, je l'avais développé dans cet ouvrage, dans des articles, à savoir, à partir de 2013, il y a un phénomène nouveau qui se produit en Europe, avec l'introduction massive des classes moyennes, souvent d'ailleurs qui n'ont aucune notion de l'islam. Par exemple, la fille, le garçon, etc., se convertit en 3 semaines. On a vraiment 20%. D'accord, mais s'ils se convertissent, c'est bien qu'il y a des gens pour les... Ce que j'essaye de vous dire, c'est pas... Ce que j'essaye de vous dire, c'est que je crois qu'il est important aujourd'hui d'accepter de le dire. Moi, enfin, ça me semble en tous les cas important qu'en France, à l'échelle de nos sociétés, et c'est ce que j'ai entendu, c'est un peu de ça dont je voulais peut-être, sur lequel je voulais avoir votre avis, c'est-à-dire dans l'après 13 novembre, effectivement, on a entendu des voix musulmanes dire « nous avons une responsabilité ». Et ça, j'avais envie, non mais en tant que musulman, c'est pas, je vous demande pas de vous exprimer vous en tant que musulman, mais ce que je veux dire, c'est de vous exprimer sur le fait que le disent comme ça, c'est-à-dire... Est-ce que, et beaucoup de gens ont dit, c'est encore une façon de stigmatiser, de faire des amalgames, etc. Est-ce que cette prise de responsabilité, en tout cas médiatique, elle est profonde ou elle consiste à faire baisser la pression à un instant T et elle ne changera pas grand-chose à toutes ces élites musulmanes? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment là une prise de conscience réelle et profonde? Écoute, la plupart de ces personnes qui se sont lancées dans des entreprises terroristes ont agi en dehors des communautés. Ils ont agi de manière marginale et en catimini, vraiment en secret. 2, demander à des musulmans de se positionner publiquement en tant que musulmans, ça veut dire remettre en cause la laïcité elle-même. La laïcité signifie quoi? Signifie que si tu es musulman, tu l'es en privé, et qu'en public, tu n'es qu'un citoyen. Donc, leur demander de se positionner en tant que musulmans, c'est de leur dire, vous êtes une essence différente, vous êtes une sorte de communauté, prenez position pour ce phénomène-là. Et donc, en un sens, la notion de citoyenneté chez vous se décline dans un double sens. Mais excusez-moi, d'habitude, il y en a un paquet qui n'hésite pas à se prononcer pour dire c'est de la faute de l'islamophobie, c'est de la faute de la colonisation. Donc, non, mais je dis ça parce que... C'est pas le même niveau, ça c'est des niveaux de niveau de justification sociale qu'on peut discuter, mais là, c'est une façon de dire en tant que citoyen... Alors, je voudrais vous dire un peu ce que je crois que beaucoup de gens ressentent. C'est précisément parce que on ne peut pas nier à la fois la réalité, c'est-à-dire l'existence d'une minorité, d'une grosse minorité, d'une forte minorité, communauté musulmane en France, et dire qu'à la fois qu'elle existe et qu'elle n'existe pas. C'est-à-dire, je crois, moi, que quand, par exemple, pour prendre une comparaison, quand le préfet Erignac a été assassiné en Corse, il y a eu une manifestation historique et monstre en Corse pour dire « pas en mon nom ». Après Charlie, si vous voulez, il a été très difficile, malgré toute la bonne volonté, si vous voulez, notre bonne volonté de la cécité républicaine, de ne pas voir qu'une très grande partie des banlieues, si vous voulez,
n'était pas charliste, qui était un droit, mais le disait explicitement. Pourquoi? Parce que quand même, il l'avait bien cherché. Je ne dis pas que c'était massif, c'était quand en tout même... cas le refrain qui traînait à ce moment-là. C'était quand même répandu, si vous voulez. Donc, vous pouvez dire que c'est vexatoire, mais nous avons vécu depuis quand même une quinzaine d'années une situation inquiétante et inédite, qui est, malgré, me semble-t-il, toutes les difficultés qu'on peut avoir à immigrer en France. La France est un pays qui éduque, qui soigne, qui loge, en grande partie, mal peut-être, mais si vous voulez... C'est pas mal. Qui a fait comme elle a Moi, pu. je suis d'accord avec vous. Mais au lieu de leur dire ça, qu'avons-nous dit les élites, qu'ont dit les élites et les élites de gauche à ces jeunes, que vraiment, on n'avait pas été gentils, on avait mal accueilli. On était des salauds, que c'était Vichy, qu'on était en train de le faire aux musulmans, ce que Vichy avait fait aux juifs, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et donc, me semble-t-il, on a enquisté cette chose, et en même temps, nous avons assisté à des manifestations réelles, visibles. Hier, quelqu'un disait, c'est honteux, les gens qui habitent à Neuilly aussi, ils votent, qui n'ont pas dit, mais ils voient, la transformation de mon pays me concerne, même si j'habite dans le 4e arrondissement, c'est quand même, si vous voulez, c'est vouloir que l'esprit de clocher quand même perdure, oui. Oui, alors, de dire ça. Donc, je finis juste la phrase, on a vu, si vous voulez, une partie de nos immigrés, et ceux qui étaétaient français, bien entendu, dire on déteste ce pays, on n'en fait pas partie. Alors oui, on a envie d'entendre aujourd'hui des voix. Moi, j'ai été, si vous voulez, de sentir chez plein de musulmans qui ont mis des drapeaux, le truc tricolore, la Marseillaise et tout ce que vous voulez, et ben moi, ça m'a fait très plaisir. C'est bête, mais c'est comme ça. Alors, Monsieur Crosco-Cavard, est-ce que vous ratifiez les propos d'Elisabeth Lévy? C'est-à-dire que est-ce que vous sentez que depuis plusieurs années, il y a une forte minorité qui dit la France n'est pas mon pays, musulmans de France, la France n'est pas mon pays, j'ai été mal accueilli, je ne me reconnais pas dans la culture, les traditions, l'art de vivre et la façon dont on s'occupe de moi, ou est-ce que c'est quelque chose qui est resté, je dirais, négligeable? C'est une partie... On passera aux prisons. Oui, non, mais c'est une partie de la jeunesse mâle, pas femelle, je m'excuse, des banlieues. Oui, mais qui influence aussi les sœurs et les mères et les filles. C'est facile à dire, mais en même temps... C'est une question. Non, mais l'influence devient quelquefois inverse. Je veux dire, par exemple, Moussaoui, qui est maintenant en prison à vie aux États-Unis, a voulu imposer le foulard à ses sœurs et à sa mère. Il n'a pas réussi, heureusement. Bon, je veux dire, il ne faut pas imposer. De même, un certain nombre de ces jeunes, par exemple, moi je travaille sur un certain... Je vous rappelle qu'à Saint-Denis, parmi les 3 personnes qui sont mortes dans l'attaque du raid, il y avait une fille, hein. une femme, oui, Asna, qui n'était pas une kamikaze vraiment, mais qui était radicalisée et qui était prête à aller, dit-on, se faire sauter avec une ceinture d'explosifs à la défense. Oui, c'est aussi une façon de réaliser la parité, si vous voulez. Alors, oui. bon, il faut pas qu'il y ait que que diable. Pour une fois que la parité nous est profitable, profitons-en. Il faudrait qu'il y ait quand même... Non mais, cette présence des femmes djihadistes, si vous voulez... C'est très nouveau. Non. Disons qu'à partir des années 90, on le voit, en Europe, par exemple en Tchétchénie, en Caucase, etc., c'est assez ancien. D'ailleurs, une grande partie de filles qui se sont portées martyrs, par exemple au Liban ou autres, n'étaient même pas musulmans. C'était des marxistes, etc., qui ont lutté contre Israël. Alors, ce phénomène, c'est avec Muriel de Gock, dans les années 1990, si vous voulez. C'est une Belge qui va en Irak, qui fait sauter sa ceinture, qui tue quelques policiers irakiens, et son mari, qui l'avait endoctriné en partie, si vous voulez, lui aussi, il est tué par les drones américains, si vous voulez, en Irak. Donc, ce n'est pas un phénomène tout à fait récent. D'ailleurs, avec les affaires de Charlie Hebdo, on a eu aussi, si vous voulez, Boumedienne, la fille qui est partie quelques jours avant les attentats pour aller en Syrie et continuer en quelque sorte la lutte djihadiste. Donc, ça a existé, ça a été toujours très minoritaire. C'est avec 2013, c'est vraiment la ligne de rupture, c'est 2013. 2013, on voit bien le départ d'un nombre important de jeunes filles et de jeunes femmes, si vous voulez, dont une bonne partie des classes moyennes, et dont une bonne partie aussi qui était récemment convertie. Mais c'est pas par un romantisme un peu, comment dire... Il y a de ça. C'est pas, j'ai trouvé l'homme de ma vie, je vais faire le djihad.
C'est un peu ça, non? Mais je vous assure qu'il y a de Oui, ça. oui. Moi, dans les entretiens que j'ai eus avec des membres de la famille et quelques-unes qui ont été empêchées, il y a ce phénomène de romantisme, d'exotisme, de fatigue du féminisme, de rapport. Vous voyez, tous ces phénomènes, on peut dire c'est l'islam, mais en fait, quand on regarde, le côté islamique, si vous voulez, devient métaphorique. Alors, justement, moi, je voudrais quand même vous dire une chose sur le voile. Je ne suis pas du tout, moi, je suis très attaché à l'interdiction du voile à l'école publique, mais je ne suis pas du tout pour l'interdire au-delà. Je pense que c'est d'ailleurs que les arguments pour lesquels on l'interdit à l'école font qu'il serait aberrant de l'interdire à l'université, par exemple, où les gens sont des adultes et nous sommes pour l'autonomie de la pensée, basta. Mais c'est oublié aussi. Enfin, il y a le port du voile volontaire, il y a le port du voile imposé. Bien sûr, alors ça, évidemment, cela va sans dire et je vous remercie de le dire. Mais c'est surtout oublier que le voile est un signal d'endogamie. Voile, ça veut dire je ne suis pas dragable par un non-musulman. C'est pas rien, si vous voulez. Le grand truc de l'intégration, la façon dont on essaye de... si vous voulez, ça c'est le grand truc de Todd, il nous dit les mariages mixtes progressent. Je ne crois pas du tout que ce soit vrai, parce que maintenant ce qu'on appelle un mariage mixte, c'est souvent un Français d'origine quelque chose qui va chercher un mari ou une femme au bled. Et donc, si vous voulez, ce sont des faux mariages mixtes. Or, moi je crois que cette affaire d'endogamie, si vous voulez, qui est en gros ce qui a été le cas de toutes les immigrations, c'est très important. Si vous voyez des groupes qui, justement... L'affichage du voile est quand même un affichage de musulmans seulement. Voilà, il me semble, peut-être que ce n'est pas totalement vrai, je ne dis pas. Mais, et par ailleurs, je crois, moi je vois Brigelli à Marseille me dit qu'il a énormément d'élèves, et je ne crois pas qu'il me mente, qui vont le voir et qui lui disent si on ne porte pas le voile, on est traité de pute. C'est quand même un petit problème. Et ça ne concerne pas le djihadisme, mais on ne peut pas... Je veux dire, pour les années à venir, je crois vraiment qu'il est important de s'attaquer à ça. Mais j'aimerais que vous me disiez sur le voile, si vous voulez, comment vous le voyez, cette affaire de séparatisme sexuel. C'est bien, c'est le terrain sur lequel, finalement, si je comprends pas bien... Pas grand-chose ne vous oppose jusque-là. Le choc des civilisations ou des cultures, quand on vraiment dissèque, on voit bien que c'est quand même beaucoup plus compliqué que des formes de frontalité qu'on puisse imposer aux uns et aux autres. Bien sûr. C'est ça au moins, c'est l'un des acquis finalement de notre... Ça fait 3/4 d'heure qu'on discute. Bon, pour ce qui est du foulard et de l'intolérance, effectivement, il existe dans certains quartiers, dans les banlieues, une forme d'intolérance, d'ailleurs qui ne vient pas uniquement des hommes. Ça vient aussi des femmes qui sont vraiment idéologisées, endoctrinées. Moi, je pense que si on veut trouver, pour mettre les pieds dans les plats, si on veut résoudre ces problèmes-là, ce n'est pas en faisant des lois nouvelles, etc. C'est, par exemple, porter une industrie dans ces banlieues avec 1000 ouvriers qui viendront travailler, 1000 personnes qui viendront travailler et qui vont noyer tous ces gens-là, si vous voulez, dans ce réseau d'activités. Moi, je crois que c'est ça. Il y a une dimension sociale dans ce phénomène. C'est les salafistes. Les salafistes en France, la plupart sont des gens qui sont des exclus, qui sont dans les banlieues et qui sont vraiment, qui se ferment sur eux-mêmes avec le déclin de ce qu'on pourrait appeler l'idéologie politique républicaine. 1 minute pour Elisabeth Lévy, c'est un exploit. Et après, il y a 2 thèmes que je voudrais qu'on aborde dans les 7 minutes qui nous restent. Non, mais je voudrais juste dire que moi, vraiment, je crois que ces explications sociales sont peut-être, si vous voulez, elles aggravent les choses, mais je crois que si on s'en tient là, on ne s'attaquera pas aux racines du mal. Je crois qu'il faut avoir le courage de dire, c'est peut-être peu de choses, et il y a des gens en ce moment, peut-être ce sera très institutionnel comme tout ce qui sort en général des instances musulmanes de France officielles, mais qui veulent faire une charte. C'est peut-être rien, mais de dire, si vous voulez, encore une fois, ça fait quand même 3 fois qu'on réunit des gens autour d'une table en disant on va faire l'islam de France, et on n'a toujours pas été fichu de leur faire écrire que l'apostasie était un droit de l'homme, de la femme, des enfants et de tout le monde. Je veux dire, donc, si vous voulez... Au moins, posons, Pierre Manant dit il faut passer des compromis. Moi, je crois que c'est le moment inverse. C'est au moment où, justement, cette fois-ci, il y a plein de musulmans qui disent tant pis, même si on doit subir l'opprobre de notre milieu, on va quand même l'ouvrir. Eh bien, moi, je crois que ce n'est pas le moment de faire des compromis, c'est le moment de dire clairement où sont nos lignes rouges. Et pas de... Peut-être que les usines, c'est très bien, si vous voulez, mais il y a beaucoup d'associations dans les banlieues, et que je sache... ça n'a pas franchement changé la donne idéologique. Alors, Farhad Khosrokhavar, vous avez contribué à
a forgé ce qu'on appelle le concept du post-islamisme. Je voudrais que vous nous disiez un petit mot là-dessus. C'est finalement un mouvement intérieur à l'islam qui vise qui se préoccupe de combattre les radicaux. Donc, alors, ce mouvement remonte à quelle date? Et est-ce que vous lui voyez un avenir, une efficacité et des résultats probants hier, aujourd'hui et demain? Dans les sociétés musulmanes, évidemment, ces courants, on les connaît mal en Europe, en Occident, tout simplement parce qu'il y a le djihadisme, il y a la crise, il y a ce sentiment d'humiliation qui se transcrit dans un langage religieux haineux. Mais par contre, il y a des réformistes, par exemple, pour vraiment embrayer sur ce que disait Madame Lévy, il y a maintenant des théologiens musulmans qui travaillent dans le monde chiite et sunnite et qui disent que l'apostasie ne devrait pas être punie de mort, c'est un droit fondamental et que dans l'islam, on ne trouve pas dans le Coran, si vous voulez, de sourates ou de versets qui interdisent cela ou qui punissent de mort. Donc, il y a une herméneutique du texte sacré, mais donc, inverse à celle des djihadistes. Inverse de ce qu'on appelle les réformistes musulmans qui existent. Le problème, c'est que ces gens-là, ils sont dans un contexte historique où, d'une part, vous avez la surdétermination par un certain nombre de pouvoirs qui sont quand même pas démocratiques. Du côté, il y a l'Arabie Saoudite, il y a l'Iran. Il y a aussi un certain nombre d'autres pays, si vous voulez, dont l'intérêt n'est pas de promouvoir cela. Il y a un islam soufi, par exemple, qui est extraordinaire. N'est-ce pas l'islam de France, dont parlait tout à l'heure Elisabeth, de promouvoir ce mouvement-là, de le faire connaître et d'en assurer une publicité forte? À mon avis, il faudrait faire cela. Et puis, d'autre part, il faudrait aussi faire en sorte que, d'abord, si vous voulez, des actes terroristes ne puissent pas avoir lieu. Moi, si vous voulez, l'islam, on peut s'en servir, et je crois que même si on transforme la France en une usine où il y aurait 0%, si vous voulez, de chômage, il y aurait des djihadistes. Le problème, c'est qu'il y en aurait moins. Par conséquent, moi, je crois qu'il faudrait transformer. Il faut, sur le long terme, des transformations sociales importantes, mais sur le court terme, il faudrait associer ce qu'on pourrait appeler une répression légitime républicaine avec ce qu'on pourrait appeler une volonté de dialogue social. Moi, ce qui m'étonne, c'est que, par exemple, en France, quand on veut faire parler des musulmans et des chrétiens ou des athées, on fait appel ou bien des juifs, on fait appel à un imam, on fait appel à un rabbin, on fait appel à un prêtre. Non, il faudrait développer la capacité de dialogue de la société civile sans l'interposition de l'État, sans l'interposition des imams, des autorités religieuses, qu'il y ait une volonté de dialogue entre, je veux dire, les membres de la société civile. Et ça, les hommes et les femmes de la rue. C'est faible en France. Vous pouvez, quand même, Jérôme le sait, si vous voulez, je crois que c'est vrai, en ce moment, on fait parler des imams, mais je crois au contraire, quand on fait des émissions de télé, on en a fait tous les deux, si vous voulez, dès qu'un intellectuel ou une intellectuelle, je veux dire, se présente et qui peut parler, qu'il a envie de, je veux dire, au contraire, je crois qu'on essaye, c'est pas facile. Il y en a d'abord qui ont peur, il y en a qui ont peur de l'opprobre du milieu. Et moi, je me rappelle, pardon, vous aviez pas fini. Je me rappelle un jour de Keppel qui disait finalement, il y a une bataille pour le contrôle des esprits musulmans. Et moi, je crois que cette bataille, que j'ai pas la prétention de la mener, en Afghanistan. J'ai la prétention, en revanche, de la mener dans mon pays. Et je crois que cette bataille peut être gagnée. Et j'ai fait mon premier papier après Charlie Hebdo. Ça s'appelait « La France, une chance pour l'islam ». Mais ce n'était pas une blague. Je crois, si vous voulez, il y a effectivement si vous voulez, peu me chaud que des imams ou pas des imams, si vous voulez, réinterprètent, décrètent que c'est une métaphore, réécrivent le Coran. Si vous voulez, je ne sais plus comment on s'est débrouillé pour arrêter, pour dire qu'il ne fallait pas tuer les homosexuels, mais on s'est bien débrouillé pour le faire. Donc, si vous voulez, ça, ce n'est pas mon problème de savoir comment on va faire et comment on va se débrouiller avec les passages, disons, déplaisants du Coran. Je suis sûr qu'on peut le faire. En revanche, je suis sûr, si vous voulez, que le deal qu'on peut faire là avec la culture musulmane, il ne s'agit pas seulement d'une question de religion, c'est de dire oui, en France peut-être il faut abandonner 2-3 trucs, et particulièrement il faut s'habituer à voir insulter le prophète. Parfois c'est comme ça, les cathos ont bien appris à le faire, ça les a pas tellement amusés, mais ils ont appris à le faire. Donc voilà, en France vous devez faire ça, il y a un certain nombre de choses, vous devez aussi laisser votre sœur ou votre fille vivre comme elle l'entend, c'est pas marrant mais vous devez. Voilà, le reste,
Je veux dire, c'est vrai qu'en échange, il faut que la culture française soit un cadeau. Alors, moi, je souhaite quand même, si vous voulez, qu'on arrête de se foutre de la gueule de nos enfants d'immigrés, de nos petits-enfants d'immigrés, en disant qu'ils sont trop bêtes pour la culture française, qu'ils sont trop bêtes pour Balzac, trop bêtes pour Marivaux, et que donc on va leur servir, comme on le dit, comme le dit maintenant, on va leur donner du numérique à tous les repas. Je veux dire. Mais non, je crois que si on recommence déjà à mener cette bataille et qu'on est ferme sur ce qu'on veut et sur ce qu'on ne lâchera pas, je veux dire, oui, l'identité, c'est quelque chose qui change, mais pas un truc qui tourbillonne tout le temps. Et ça, je crois que la France est à peu près le seul pays, je veux dire, ou en tous les cas, celui qui peut le faire le mieux, accueillir toutes sortes de différences. Et faire marcher, disons, la machine à fabriquer des Français, ça, je crois qu'on peut le refaire. On va peut-être s'arrêter là, à moins que Farhad Khosrokhavar, vous ayez une conclusion à porter. 2 mots, personnellement. 2 mots, ça va. Je ne vois aucune objection. Enfin, 2 mots, lato sensu. Excusez-moi. Alors, comme ça que je ne vois aucune objection à ce que vient de dire Madame Lévy, et même je dirais qu'il faudrait plus que 2 ou 3 changements, il faudrait beaucoup plus de changements, mais le problème essentiel dans les formes de radicalisation djihadiste ou autre, c'est que ces gens-là n'écoutent pas. Par exemple, Tariq Oubrou a introduit ce qu'on appelle jurisprudence des minorités, faire des minorités, mais ils ne l'écoutent pas. Tariq Oubrou, qui est l'imam de Bordeaux, je crois. Oui, et il y en a d'autres. D'ailleurs, des frères musulmans. Oui, mais bon, peu importe. Mais je veux dire, l'important, c'est qu'on essaie d'introduire un certain nombre de notions religieuses. Mais le problème essentiel, c'est que la logique de la radicalisation en Europe n'obéit pas à une soumission quelconque à, si vous voulez, l'idée des réformistes. C'est ça le problème. Il y a d'abord la haine, et ensuite cette espèce de prétexte religieux, si vous voulez, sur lequel on construit cette haine et on légitime. C'est là, si vous voulez, où le bas blesse. Plutôt que leur apprendre la religion, il faut peut-être leur apprendre la laïcité et à vivre pas trop dans la religion. François Lapéroux est déjà quasiment sur la scène pour me dire qu'il faut arrêter. Donc, je voudrais vous remercier vraiment tous les 3 et je voudrais que tout le monde... Merci Jérôme, merci Le Point. Et vous voyez que c'est possible. Je vous l'avais dit, c'est possible. Merci beaucoup Farhad, merci Elisabeth et merci Jérôme. Donc une petite pause et nous allons avoir Olivier Pourol.